en poursuivant effectivement dans la logique donc de l'égalité et l'équité par la thématique un peu direction des ressources humaines. Alors je remercie encore une fois Monsieur Guézou d'être parmi nous, donc directeur de projet du campus Veolia, qui va donc nous présenter, je pense de façon très brillante, l'égalité des chances par la formation, à travers effectivement le projet un peu original du campus Veolia. Alors je lui laisse tout de suite la parole. Merci Bastien. Si ça vous dérange pas, je vais poursuivre cette conversation avec Bastien que j'ai pu entamer mercredi ou jeudi, puisqu'il m'a fait le plaisir et l'honneur de m'inviter à votre séminaire, mais assez récemment pour dire les choses. Donc ça va vous éviter une chose, c'est la succession des transparents, parce que j'ai pas eu le temps de les préparer. Donc je vais avoir avec vous une discussion, on va dire, assez libre et sur la base de l'expérience qui est la mienne. Tout d'abord, l'expérience qui est la mienne, c'est notamment une expérience de pédagogue et donc de spécialiste, on va dire, des métiers de la formation. Et je voulais parler de vous d'abord en disant que j'apprécie particulièrement, on va dire, le contexte dans lequel vous réunissez et les thématiques et la manière dont vous avez d'aborder ensemble des problématiques qui sont des problématiques très générales et très transversales, sans avoir peur de recourir au concept et à l'analogie. Et je trouve que voilà, c'est une qualité relativement rare. Aujourd'hui, nous avons dans bon nombre de séminaires, tout à l'heure, Monsieur Barré parlait de séminaires de dirigeants, de séminaires pour les hauts potentiels. On a dans bon nombre de ces instances des séminaires où on va traiter plutôt du business, où on va très très rapidement, on va dire, se concentrer sur l'activité qui est l'activité opérée par les acteurs et assez rarement finalement prendre le temps de prendre un petit peu de hauteur et de se laisser nourrir par des concepts, par des pratiques, par des visions qui sont des visions qui viennent, on va dire, d'autres environnements que celui dans lequel on exerce. Voilà, donc cette modalité pédagogique que vous avez choisie, celle qui vous amène à vous réunir régulièrement, je voulais tout simplement vous dire que je la trouvais tout à fait, on va dire, pertinente et tout à fait intéressante. Et puisqu'on a le droit, d'après ce que j'ai pu voir de votre programme, de se référer de temps en temps à des auteurs et de temps en temps à des philosophes, par exemple, eh bien, je n'hésiterai pas à vous recommander la lecture, si ce n'est déjà fait, de François Julien, qui est un philosophe que j'apprécie particulièrement et qui, dans son traité de l'efficacité, eh bien, essaye de travailler sur précisément ce que la pensée chinoise, le monde chinois, le fonctionnement, on va dire, de cet univers de pensée révèle de l'impensé de nos pratiques, de l'impensé de nos propres modes de pensée au sein de nos environnements indo-européens. Et je trouve que cette référence me semble pouvoir tout à fait faire sens dans le contexte de travail qui est le vôtre et dans la modalité pédagogique que vous avez choisie. Ça, c'était pour vous donner quelques indications, on va dire, en guise d'introduction. Peut-être quelques mots de présentation. Patrice Guézou, donc je travaille au sein du campus Veolia Environnement, qui est l'université interne des collaborateurs du groupe. Je reviendrai sur cette précision tout à l'heure. Veolia Environnement, peut-être probablement vous en avez déjà eu connaissance, ou en tout cas vous en avez déjà entendu parler. Peut-être simplement parce que l'actualité n'a pas manqué de nous épingler ces derniers temps, je pense que vous avez dû vous en rendre compte. Eh bien, c'est une belle entreprise. C'est une entreprise dans laquelle, on va dire, il fait plutôt bon travailler et dans laquelle on rencontre des gens passionnés par leur métier, passionnés par les problématiques environnementales, par les problématiques urbaines, par les questions de gestion des ressources rares et donc de capacité à faire en sorte d'optimiser les ressources et de rentrer dans un monde qui soit plus respectueux des environnements et de l'écologie d'une façon générale. Et c'est important parce que, au regard de ce qui fait l'actualité, eh bien parfois on tente à négliger finalement le professionnalisme et les convictions qui sont celles des collaborateurs
au profit de considérations plus politiques et de considérations, on va dire, qui n'ont pas forcément toujours tendance, on va dire, à valoriser ni les savoir-faire ni les compétences présentes. Donc voilà, simplement un mot. J'ai envie de dire, c'est une conviction personnelle et je vais essayer de vous démontrer la raison pour laquelle, pour ce qui me concerne en tout cas, je suis plutôt fier de travailler dans cette entreprise. J'avais pour projet de travailler avec vous de la manière suivante. Finalement, d'être plutôt dans une démarche, alors que l'on pourrait qualifier d'aristotélicienne plutôt que platonicienne, c'est-à-dire que je vais plutôt essayer de vous livrer du matériau, de vous donner des éléments qui sont les éléments qui caractérisent l'entreprise, et d'une certaine manière libre à vous de faire les analogies, les comparaisons et de le repositionner dans l'environnement qui est le vôtre. Ce qui veut dire que je vais donc, je vous propose de fonctionner en deux temps. Dans un premier temps, donc, de vous livrer le matériau, à mon avis, qui est requis pour pouvoir engager avec vous par la suite un débat et qui nous permettra de, peut-être d'avoir des réflexions d'ordre plus général. Dans mon propos, puisque le sujet que nous avons avec Bastien choisi de traiter est la formation, eh bien, je souhaiterais tout simplement vous redonner quelques éléments qui, a priori, qualifient la dimension d'égalité des salariés face à la formation, du point de vue de l'égalité formelle. Donc, juste quelques rappels par rapport à la législation qui s'applique dans le monde des entreprises. Là aussi, j'ai constaté dans la liste des participants qu'il y avait un certain nombre de représentants de la fonction ressources humaines. Ils sauront corriger cela et l'appliquer au monde de la fonction publique hospitalière. Puis, de regarder finalement, au regard de ce contexte général, quelles sont les pratiques que nous développons au sein de Veolia Environnement et la façon dont on essaye finalement d'articuler la réglementation, et c'est là où on va dire on va plutôt s'inscrire sur le chemin de l'équité que sur une base d'égalité à proprement parler. Et puis dans un troisième temps, je vous ferai part des axes d'amélioration, des enjeux qui sont les enjeux clés pour nous aujourd'hui pour pouvoir optimiser l'ensemble on va dire de ces investissements en formation, l'ensemble des modalités d'organisation au service des salariés de l'entreprise. Donc, on va dire les trois temps de ma présentation, donc plutôt réglementation, pratique et puis ouverture, afin de pouvoir avec vous engager le débat d'une façon plus générale sur la question de l'éducation et de la formation. Merci. Quelques éléments sur la législation en matière de formation. Je ne vais pas vous faire l'historique de la formation professionnelle continue depuis les années 70. Jacques Delors, la loi de 71, etc. Simplement pour vous dire que les entreprises sont régies par un certain nombre de règles. Parmi ces règles, vous allez trouver notamment une cotisation obligatoire au titre de la formation qui va se décomposer, et ce n'est pas complètement neutre par rapport à la manière de penser la formation, en trois temps essentiels qui sont une contribution à ce que l'on appelle les congés individuels de formation, et qui sont donc une contribution de 0,2% de la masse salariale qui va directement au sein d'un fonds qui gère uniquement ces modalités, donc qui est le fonds GESIF. Puis vous avez un deuxième aspect qui sont 0,5% de la masse salariale consacrée à la professionnalisation, et donc qui ici vont venir financer des dispositifs bien particuliers
correspondant à des investissements en général de moyen long terme et pour des catégories population, on va dire souvent ciblées par notamment les branches professionnelles. Et puis enfin, vous avez le fameux 0,9% de la masse salariale consacré à l'investissement, donc le 0,9 étant un minimum, consacré à l'investissement au titre du plan de formation, qui est le plan à destination des collaborateurs de l'entreprise. Et dans ce cadre-là, eh bien, le 0,9, selon la loi de 2004, qui a été légèrement remodifiée par la suite, eh bien, se décompose en trois aspects, on va dire deux, mais j'aime bien, finalement, j'étais assez confortable avec les trois catégories du plan. Donc, on parle de trois catégories au sein même de ce plan, qui sont les actions dites d'adaptation au poste de travail, les actions dites d'évolution et d'accompagnement de l'évolution de l'emploi, et les actions type développement des compétences et plutôt reconversion professionnelle. Donc ces trois catégories-là correspondant à des obligations de la part de l'entreprise d'aller face à ses partenaires sociaux et dans le cadre de la conception de son plan et d'indiquer quelles sont les mesures et les modalités de répartition de ces éléments sur ces différents axes de formation. C'était pour vous donner le cadre légal, on va dire, s'appliquant à l'entreprise. Une innovation dont évidemment vous avez certainement entendu parler et qui doit certainement aussi vous impacter, mais là je laisserai les professionnels s'exprimer tout à l'heure. C'est le DIF, donc le droit individuel à la formation, qui s'applique dans les entreprises à hauteur de 20 heures par année, cumulable sur 6 années, et qui donc permet, sur la base d'un accord à l'initiative du salarié et sur la base d'un accord entre le salarié et l'employeur, eh bien, de participer à des dispositifs de formation au libre choix du salarié ou sur lesquels il a été défini, notamment dans le cadre de la branche professionnelle, des priorités et qui peuvent faire l'objet donc d'une prise en charge par l'OPCA. Donc, vous voyez un droit, je ne vais pas aller beaucoup plus loin du point de vue du droit formel. Ce droit formel, eh bien, il établit des règles qui sont applicables pour toutes les entreprises et qui sont donc, on va dire, la ligne de départ avec laquelle chaque entreprise se doit de jouer en matière de formation. Alors, monsieur, tout à l'heure, Barré n'a pas manqué de le préciser. D'une façon générale, indépendamment de l'entreprise Veolia Environnement, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que la formation, eh bien, qui initialement, si vous vous souvenez les termes de la loi de 71, devait contribuer à la promotion sociale, contribuer à finalement valoriser et donner une seconde chance à des personnes qui auraient pu subir des accidents dans leur formation initiale et donc dans les parcours on va dire scolaire puis universitaire. Eh bien, le constat avec lequel on continue à se battre en dépit de ces 40 années qui se sont déjà écoulées, et c'est que la formation, finalement, bénéficie toujours plus aux diplômés qu'aux non-diplômés. Et ça reste une caractéristique globale. Donc là, les statistiques de l'INSEE là-dessus sont intraitables. Elle bénéficie plus aux cadres qu'aux non-cadres. Elle bénéficie la plupart du temps aux plus diplômés, aux mieux payés. Alors ça, c'est des éléments qui peuvent paraître surprenants, mais aux personnes qui sont mieux payées dans les CSP et au sein même des entreprises. Et elle bénéficie globalement à la tranche des catégories qui sont considérées comme étant dignes d'une certaine façon d'investissement, c'est-à-dire celles pour laquelle on fait on imagine et on espère pouvoir les fidéliser à travers ces dispositifs, qui sont donc les populations en gros de 30 à 45 ans. C'est-à-dire que plus vous êtes, on va dire, au-delà de 45 ans, moins vous vous formez parce que l'entreprise considère que eh bien, vous êtes a priori en situation de pouvoir ne pas forcément valoriser l'investissement initial. Ce qui veut donc dire que
et là, je pense qu'il n'y avait pas besoin, on va dire, de passer par trop de statistiques, c'est que on est devant une situation très inégalitaire d'accès à la formation, et on continue, on va dire, à le constater, et c'est quand même un des sujets qui se doit de préoccuper. Alors, les fonctions ressources humaines, les fonctions formation, les directions générales des entreprises, c'est donc en permanence de se poser la question de savoir de quelle façon elles peuvent contribuer à lutter contre ces inégalités. Inégalités que, je pense, comme vous avez certainement dû le voir d'ores et déjà, sont dès le démarrage dans le parcours scolaire, dans le parcours universitaire, qui sont on va dire des récurrents des parcours aujourd'hui, et quand on voit le taux de départ sans diplôme du système scolaire, le taux de départ des premiers cycles universitaires, on voit bien que finalement, y compris ce qui normalement a été pensé comme étant une façon de pallier les difficultés de l'enseignement, on va dire, initial, eh bien, ne répond pas à sa promesse fondamentalement, en tout cas si on le regarde d'un point de vue global et de manière statistique. Voilà, ça c'était, j'ai envie de dire, un petit peu les éléments généraux sur lesquels je voulais particulièrement insister. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est que on fasse un zoom sur ce que nous essayons de faire à la mesure de nos possibilités et avec les compétences qui sont les nôtres au sein de Veolia Environnement. Comment on peut faciliter l'accès à la formation et finalement être un peu contributeur, ou en tout cas lutter contre les tendances naturelles que j'ai décrites tout à l'heure et qui se traduisent de manière très évidente dans nos statistiques d'accès à la formation en France. Alors, premièrement, un dispositif de formation, ça se construit non pas de manière théorique et indépendamment de l'organisation, donc là on retrouvera bien la théorie de la contingence, mais bien en fonction des caractéristiques même de l'entreprise et de ses métiers. Veolia, peut-être ne le savez-vous point, il se trouve que Veolia, c'est 20% de cadre, on va dire, ou en tout cas d'encadrement, qui se décompose lui-même d'ailleurs en agents de maîtrise, employés et cadres, ce qui veut dire que la population cadre elle-même est composée de 8%, compose 8% de l'effectif global, et on va dire, alors selon ce que l'on retient, 80 ou 92% de non-cadres. Donc ça signifie, lorsque vous entendiez tout à l'heure que plus de 80%, en fait c'est 88% d'après les données sociales de 2010, de l'effort de formation est à destination de la population des non-cadres, eh bien cela s'explique aussi par la façon dont d'ores et déjà le corps social est composé. Les principes qui gouvernent notre action et sur lesquels on doit se battre au quotidien dans le cadre de l'ensemble de notre organisation sont les principes donc de faciliter l'accès de toutes les catégories de personnel à la formation, et notamment pour celles qui sont les plus en difficulté par rapport à on va dire aux structures ressources humaines qui vont éventuellement être plus en retrait par rapport à la perspective même de se former, au motif qu'elles se considéraient comme étant dans l'incapacité de pouvoir progresser. C'est le fait, et c'est un élément très important dans le cadre de la politique que nous développons, de chercher à faire en sorte de reconnaître les compétences qui sont les compétences qui sont développées au sein de l'organisation. Vous l'avez entendu peut-être dans le film tout à l'heure. En tout cas, c'est très valorisé et c'est quelque chose, je crois, qui nous distingue largement d'un certain nombre d'autres grandes entreprises. C'est le fait que, premièrement, l'apprentissage
d'apprentissage. L'alternance est un des éléments phares et un des éléments clés des modalités d'accès à l'entreprise et de développement de notre politique de formation, qu'elle s'applique évidemment sur les métiers d'opérateurs, mais pas seulement sur les métiers d'opérateurs, du CAP canalisateur, gestion des déchets, jusqu'au master management et ingénierie des services à l'environnement, ce qui veut dire que on a une gamme de diplômes qui sont des diplômes que l'on a construits avec l'éducation nationale ou avec le ministère de l'enseignement supérieur pour faciliter à la fois l'accès à l'entreprise, donc dans une logique d'intégration, là-dessus, on va dire, il n'y a pas de, de difficulté pour nous à l'affirmer, mais aussi dans une logique qui consiste à valoriser les parcours, c'est-à-dire à faire en sorte que la reconnaissance puisse être une reconnaissance officielle. Si vous avez un certain nombre d'amis, de collègues qui travaillent dans des entreprises et qui vont suivre des formations longues parfois, mais pour lesquelles le certificat finalement est souvent un certificat interne, c'est-à-dire que vous êtes estampillé par la corporate university de telle ou telle structure interne, mais assez rarement vous avez le bénéfice d'un diplôme qui est un diplôme reconnu par l'université ou par une grande école. Vous avez eu l'occasion de rencontrer des personnes de l'ESSEC, je crois, dans votre semaine. Eh bien, on travaille de manière très régulière avec l'ESSEC, avec la chaire d'entrepreneuriat social, avec la chaire d'ingénierie urbaine. Et on a développé des partenariats de formation avec l'ESSEC qui permettent de diplômer à l'issue de parcours d'une année un certain nombre de cadres de l'entreprise. Donc le modèle, si vous voulez, ce qui est intéressant et qui m'a toujours surpris en rentrant chez Veolia, c'est que le modèle finalement qui s'est appliqué à la population des cadres est inspiré du modèle du CAP. Vous le savez, dans le système français, on a plutôt tendance à toujours vouloir cascader le modèle de l'élite vis-à-vis on va dire, des opérateurs. Là, il y a véritablement une inversion, on va dire, des valeurs, si vous me permettez l'expression, ou en tout cas un mode de fonctionnement tout à fait différent, qui consiste plutôt à se dire de quelle façon apprend-on dans le cadre d'un dispositif en alternance sur des métiers d'opérateurs, de canalisateurs, de gestion de chaufferie, de ripper, etc. Bref, quelles sont les modalités pédagogiques que l'on va devoir mettre en place pour faciliter l'accès à la compétence de la part de nos opérateurs. Et au regard de cela, eh bien, nous avons strate par strate, développer un certain nombre de dispositifs de formation qui permettent d'entrer dans l'entreprise au sein donc de la fonction plutôt opérationnelle, au sein des fonctions d'agent de maîtrise, au sein des fonctions d'encadrement et au sein des fonctions commerciales. Le tout en cherchant à être le plus possible en partenariat avec des universités ou avec l'éducation nationale. C'est un point très important parce que je vous disais tout à l'heure, dans les catégories du plan de formation, les 3 catégories, on va dire adaptation, évolution, anticipation, parfois l'entreprise, le modèle qui peut être le sien, c'est celle qui consiste à viser de manière peut-être parfois trop réductrice l'adaptation au poste de travail. Lorsque vous travaillez en partenariat avec l'éducation nationale, avec l'université, d'emblée, l'exigence qui est l'exigence d'employabilité, l'exigence de moyen long terme est, on va dire, est mise en débat. Le dialogue n'est pas toujours aisé. Le dialogue peut parfois être un peu conflictuel parce que entre entreprises et universités, on n'a pas toujours les mêmes façons de penser l'évolution des métiers, l'anticipation sur les compétences à diffuser. Mais pour autant, cette alternance ou ce fonctionnement entre 2 partenaires, c'est vraiment la garantie pour le salarié de disposer non pas simplement des éléments qui lui permettront d'exercer dans de bonnes conditions ses compétences dans son environnement professionnel, mais aussi de progresser, d'évoluer
et ce sur la base d'une reconnaissance formelle et externe à l'entreprise. C'est vraiment un point très très important et qui nous distingue assez largement d'un certain nombre de grandes entreprises. Non pas que l'alternance nous distingue, puisque l'alternance, vous le connaissez, d'autres, on va dire, toutes les entreprises pratiquent, notamment en raison des contraintes légales, l'alternance. Mais ce qui ici est en jeu, c'est le fait que nous l'avons mise en avant comme étant une modalité privilégiée de recrutement au sein des entreprises. Et d'ailleurs, dans le cadre du plan d'efficacité et de restructuration qui est à l'heure actuelle en cours au sein de Veolia et dont vous avez pu prendre connaissance à travers la presse, eh bien, cette seule et unique modalité de recrutement est dorénavant envisagée. C'est-à-dire seule l'alternance et donc le recrutement par l'apprentissage est considéré comme étant susceptible, on va dire, d'être validé par les fonctions ressources humaines au titre des recrutements à venir. Donc cette modalité, c'est quelque chose qui nous distingue dans la mesure où l'emploi est garanti à l'issue de la formation. C'est-à-dire si vous vous formez, si vous avez, on va dire, le bonheur d'acquérir le diplôme pour lequel vous vous êtes préparé, l'emploi vous est proposé à l'issue de ce parcours de formation. Et cette logique-là est une logique qui, évidemment, permet de motiver et de parfois reprendre un certain nombre de jeunes qui auraient pu connaître des parcours relativement chaotiques dans leur environnement scolaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que souvent, notamment sur les métiers d'exécution, et une fois de plus, parler des métiers d'exécution, c'est parler de la majorité des métiers de chez Veolia Environnement. Donc, on va dire, c'est pas on va dire un travers de ma présentation, c'est l'essentiel des pratiques dont nous avons à tenir compte. Eh bien, souvent, les acteurs qui se présentent lors des recrutements le font souvent sur la base, on va dire, de deux choix qui ne sont pas forcément des premiers choix. Premièrement, souvent, ils ont connu des accidents scolaires, des accidents de parcours qui font que leur relation à l'emploi, leur relation parfois même à l'environnement social d'une façon générale est assez difficile. Et donc, ils vont rechercher à essayer de réparer le parcours antérieur qu'ils ont pu connaître. Deuxièmement, les métiers de l'environnement, une fois que l'on a dépassé le caractère, on va dire, un peu idyllique et fleur bleue de ces métiers, n'est pas forcément, en tout cas dans ces principes, lorsqu'on les regarde du point de vue de leur exercice réel, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils représentent, des modalités de mise en œuvre qui sont les leurs, eh bien, c'est pas forcément des métiers qui attirent spontanément. Et on ne va pas spontanément s'orienter vers les métiers de l'environnement. Ce qui veut dire que ce n'est pas généralement le premier choix et ce vers quoi, on va dire, les candidats auraient tendance à se tourner. Et ça, cette question-là, vous allez pouvoir me dire, bah oui, mais c'est le cas de, en gros, beaucoup d'organisations aujourd'hui, mais ça a toujours été le cas d'une certaine façon pour Veolia, et c'est donc la raison pour laquelle il a fallu trouver des solutions pour attirer des collaborateurs. Et non pas forcément attirer des talents, comme aujourd'hui le jargon RH, on va dire, nous amène à le pratiquer. C'est attirer des collaborateurs qui acceptent d'opérer dans les métiers de service à l'environnement. Et comme c'était pas spontané, eh bien, il a fallu trouver les facteurs d'attractivité d'une certaine façon. Je me permets juste une petite incidente parce que j'ai le plaisir de travailler pour Veolia aussi au Moyen-Orient. On est dans une situation tout à fait analogue dans un certain nombre de pays, à la fois au Maghreb et au Moyen-Orient. Dans quelle mesure? Parce que tout simplement, un certain nombre de jeunes et de ces jeunesses, on va dire, dont on a entendu largement parler également récemment dans l'actualité, se sont tournés vers quoi? Vers les fonctions marketing, vers les fonctions de communication, vers les fonctions de finance, alors vers les masters, MBA, direction générale, etc., mais très peu vers les métiers techniques, très peu vers les métiers opérationnels.
Moralité, qu'est-ce qui se passe dans ces pays? Ils ont la plupart du temps une main-d'œuvre surqualifiée, surdiplômée, qui s'est formée dans les plus belles universités au monde d'ailleurs, mais qui ne vont pas trouver d'emploi. Et à contrario, les entreprises comme les nôtres, dans les métiers de service à l'environnement, ne vont pas trouver de ressources et de compétences locales pour pouvoir opérer. Et la question qui nous est posée, et vous voyez qu'il y a une vraie analogie à opérer aujourd'hui entre cette demande qui nous est formulée aujourd'hui au Moyen-Orient et puis celle qu'on peut connaître, on a connue au sein de Veolia il y a donc d'ores et déjà une vingtaine d'années en France, c'est que eh bien, il faut trouver les modalités qui rendent attractives ces emplois et qui permettent à des personnes de considérer que travailler dans ces environnements, se diplômer, se former dans ces métiers, c'est quelque chose qui peut apporter de la valeur ajoutée et qui est susceptible de créer des parcours d'évolution et de développement professionnel intéressants et opportuns dans les structures. Ça fait reposer évidemment sur nous une forte pression autour de la visibilité des parcours, autour de la capacité à accompagner l'ensemble des collaborateurs dans leurs évolutions professionnelles. Et là, vous voyez très clairement que si vous ne pouvez pas faire le lien entre les évolutions d'emploi et les parcours de formation que vous proposez, eh bien les deux peuvent fonctionner complètement de manière indépendante. Et là, vous ne faites que renforcer les systèmes inégalitaires, c'est-à-dire que vous renforcez le système inégalitaire d'évolution dans l'emploi. Et je crois que tout à l'heure, on a eu un certain nombre d'exemples qui nous ont été donnés pour montrer combien tout cela est facilité par nos organisations, avec les évaluations individualisées, avec des appréciations qui sont parfois des appréciations qui manquent encore de systèmes d'objectivation d'un côté, et de l'autre, eh bien, la question de l'accès à la formation, de l'évolution via la formation, eh bien, peut aussi vous amener à finalement avoir très peu d'occasions de progresser. Et si vous ne donnez pas cette visibilité, je pense que tous ceux qui, dans cette salle, sont amenés à opérer des entretiens de recrutement, vous le savez bien, c'est la première question, la plupart du temps, posée par les candidats. C'est de dire, mais comment on va progresser? Qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre? Quelles sont les perspectives de carrière qui s'offrent à moi? D'une certaine façon, où est-ce que je vais véritablement pouvoir prolonger le projet professionnel qui est le mien. Et cette visibilité sur les évolutions, pas simplement d'un point de vue théorique en disant viens chez nous mon gars, tu verras, tu feras carrière, hein, qui était quand même le slogan, on va dire, que l'on a pu connaître à certains moments. Non, en montrant et en étant factuel et en donnant une réalité et un corps à ces progressions, c'est, je crois, un des éléments non seulement qui caractérise Veolia, mais qui, je pense, peut se retrouver dans bon nombre d'entreprises et de secteurs d'activité. Donc je vous ai dit, on va chercher à faire en sorte que la formation profite à toutes les catégories de personnel et notamment aux personnes qui sont les plus en difficulté par rapport au développement des compétences. On va faire en sorte de faire reconnaître les compétences par des organisations externes et donc ne pas simplement se contenter de la formation, on va dire, modulaire, qui serait la formation au fil de l'eau que l'on peut être amené à connaître dans le cadre de sa carrière professionnelle. On va chercher à être dans une logique où nous formons aux métiers qui sont les nôtres et donc à bel et bien jouer le jeu de l'intégration des caractéristiques essentielles de nos métiers dans les dispositifs de formation. Et reprenez l'exemple de nos jeunes qui rentrent dans ces entreprises ou qui rentrent dans l'entreprise. Si vous reproduisez avec les CAP, avec les BEP, avec les bacs pro, le modèle scolaire qu'ils ont vécu, mais vous êtes sûr de rater. Vous êtes sûr de rater. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas reprendre le même modèle, c'est-à-dire les remettre dans une salle et avoir un prof, un cours, la sonnerie qui sonne, vous ressortez, vous revenez, vous faites des examens, etc. Enfin, c'est vraiment le modèle pédagogique lui-même doit être repensé. Ça veut donc dire être très ancré dans le professionnalisme que l'on cherche à dispenser
est très en lien avec le monde professionnel, c'est-à-dire très en lien avec les tuteurs, avec les entreprises, bref, de donner un encadrement qui soit un encadrement porteur. Et je crois que s'il y a un point qui me paraît être un point fondamental dans l'accès à la formation, ce n'est pas l'ensemble des dispositifs de communication, ce n'est pas forcément les outils, les intranets divers et variés qui plus ou moins collaboratifs auxquels on pourrait accéder et qui feraient que d'une certaine manière il suffirait de cliquer là pour pouvoir accéder à une formation. Non, je crois que c'est l'état d'esprit du management, c'est l'état d'esprit des tuteurs, c'est l'état d'esprit général de l'entreprise qui fait qu'à un moment donné, plutôt que de vous recroqueviller sur votre non-connaissance, sur éventuellement votre rapport conflictuel aux études, conflictuel à l'accès à la connaissance, conflictuel par rapport à l'évolution de vos connaissances, eh bien, ce soit quelque chose qui soit valorisé, qui soit porté, qui fasse l'objet d'un consensus et d'une sorte de, on va dire, comme un élément clé de la cohésion sociale de l'actif, on va dire du collectif de travail. Et je crois que cela, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, le salarié ne rougit pas de solliciter une formation, ne rougit pas de venir se présenter en pensant évolution professionnelle et pas simplement en se contentant de recevoir les ordres et les injonctions de son management. Cette cohésion et cette configuration, c'est évidemment un travail de très long terme. C'est pas quelque chose qu'on construit du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se construit dans la durée. Le groupe, comme vous le savez peut-être, a fait le choix de configurer finalement sa fonction de formation autour d'un certain nombre de sites de proximité, donc que l'on appelle des campus Veolia. Qu'est-ce qui se cache derrière cette notion de campus? C'est fondamentalement le fait d'abriter les centres de formation en alternance du groupe. Ce ne sont pas des corporate universities, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas là, premièrement, en tout cas, d'accueillir les cadres à haut potentiel, les cadres dirigeants, l'encadrement et en leur ayant créé des beaux châteaux ou de magnifiques espaces pour qu'ils se retrouvent entre eux. Non, fondamentalement, ces espaces sont des lieux dans lesquels on vient se former dans le cadre de dispositifs en alternance au métier du groupe et ces espaces sont en proximité des territoires. Ça a mis du temps à se construire. Maintenant, quand vous venez d'à peu près toute la France, eh bien, on va trouver un campus aujourd'hui disponible à Tarbes. On a un campus qui est inauguré dans les prochains jours à Lille. On a un campus à Marseille, du côté de La Ciotat. On a un campus donc à Jouy-le-Moutier. Moi, je suis, on va dire, basé sur le campus de Jouy-le-Moutier qui se trouve à côté de Cergy-Pontoise, en région parisienne. On a un campus à Mézieux, à côté de Lyon. Et on a un campus à Nantes. Et vous voyez, pour ce qui concerne le territoire français, qui, juste au passage, correspond en gros à 100 000 collaborateurs pour Veolia Environnement. Hein, Veolia Environnement, c'est 100 000 collaborateurs en France. Eh bien, on a cherché à faire en sorte de rendre le plus proche possible les dispositifs de formation et la réalité de l'accès à ces dispositifs de formation vis-à-vis des collaborateurs. Vous le savez bien, la question de la mobilité géographique, la question de l'évolution, elle est éminemment liée à la façon dont vous envisagez la possibilité, par exemple, de vous éloigner ou pas de votre territoire, la façon dont vous pensez votre carrière. Si vous disposez à proximité d'outils de formation qui vous permettent de vous projeter dans votre évolution professionnelle, c'est évidemment facilitant par rapport à une sorte d'université centralisée dans laquelle qui vous paraît un petit peu éloignée et avec laquelle vous allez avoir des relations évidemment plus distantes. Ce qui va m'amener en fait peut-être afin de pouvoir vous donner la parole et de pouvoir engager avec vous le débat à définir 3 enjeux qui me semblent être pour moi
les enjeux qui valent pour nous et qui peuvent peut-être vous sembler être intéressants de discuter par la suite. 3 enjeux pour pouvoir finalement travailler cette logique de l'égalité par la formation, ou en tout cas ce que j'appellerais plutôt finalement un engagement de traitement équitable des personnels du groupe. Tout d'abord, je crois qu'il y a un point d'amélioration qui est un point d'amélioration auquel nous sommes tous aujourd'hui confrontés, qui est la question de l'organisation. Pour moi, la question de savoir, de reprendre main finalement quelque peu sur nos organisations et d'être en capacité de pouvoir non pas simplement gérer le court terme de nos organisations, non pas simplement le court terme donc de la mobilisation des compétences, mais bien d'être en capacité de les projeter par rapport à un devenir collectif et par rapport à une perspective commune d'évolution, me paraît un élément essentiel. Je me permets juste une petite, on va dire, parenthèse. Peut-être avez-vous pris le temps d'ores et déjà de lire Refonder l'entreprise d'Armand Hatchuel et de Blanche Ségrestin, qui est un livre que je trouve tout à fait passionnant, à La République des idées. Ces auteurs montrent la responsabilité spécifique de l'entreprise, qui est celle de la valorisation des potentiels. Potentialité, d'une certaine façon, je préférerais que l'on parle de potentialité, c'est-à-dire de se dire de quelle manière, quels que soient, on va dire, les éléments mis à sa disposition, l'entreprise fait en sorte de lui donner de la valeur et de créer de la valeur à travers ses potentialités. Je crois que pour pouvoir faire cela, il y a tout simplement un impératif qui est celui de pouvoir, on évoquait ça un peu au petit déjeuner ce matin, de pouvoir maîtriser le temps, c'est-à-dire d'avoir un tant soit peu la possibilité de faire cette distinction entre l'urgent et l'important, et de se donner finalement, de se redonner le cadre de cohérence, de fonctionnement du collectif que l'on a sous sa responsabilité ou avec lequel on a à travailler. Et faute de cela, faute de ce collectif porteur, il me semble que l'on génère de l'inégalité à l'accès à la formation. C'est-à-dire qu'on génère du trouble, on génère de la difficulté à se projeter, que ce soit, on va dire, pour le management lui-même, mais évidemment pour les individus. Et donc, pour le coup, on est dans une situation, je pense, qui plutôt darwinienne, dans laquelle, finalement, seuls les plus forts survivent. Premier élément, et je pense que on n'a jamais fini d'essayer de travailler à améliorer notre capacité de formalisation on va dire à la fois de la cible, de ce vers quoi l'on va, de ce pourquoi l'on exerce et de comment on souhaite exercer. Ce travail-là, c'est un travail, je pense, permanent. Et dans le contexte spécifique du groupe, qui est un contexte de crise, je peux le dire, c'est d'autant plus important parce que c'est un moment crucial au cours duquel, d'une certaine manière, c'est un peu le test pour les valeurs. En période de crise, on voit de quelle manière les uns et les autres réagissent et ce qui reste finalement quand même dans le haut de la hiérarchie des valeurs. Premier élément, donc, l'organisation. Deuxième élément, je l'ai oublié, je vais aller le chercher. Je vous l'ai dit hier, Bastien, vous vous souvenez plus? Hein? Ah. Ah oui. Pardon, Bastien, je suis désolé. Mais je sais plus, c'était après c'était on avait bu combien de verres déjà à ce moment-là?
Deuxième élément, qui est un élément pour moi essentiel, c'est la question. Donc, je pense que l'organisation, la vision, la capacité à travailler sur la logique du collectif de travail, c'est un élément fondamental pour nous dans la fonction de développement de ressources humaines. Deuxième élément, c'est la proximité. La proximité et donc le travail sur les singularités. D'une certaine façon, j'aurais tendance à privilégier le terme de singularité à la question de l'individualisme. Parce que l'individualisme, je ne sais plus trop bien ce que ça veut dire d'une certaine façon. Et puis, en plus, j'aurais tendance à ne pas forcément tout de suite... Enfin, je saurais pas, en tout cas, le caractériser par génération. Je suis assez prudent sur le fait de savoir qui aujourd'hui dans notre monde contemporain est individualiste, je ne sais pas très bien. Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, aujourd'hui, tous autant que nous sommes, nous attendons de nos services ressources humaines, de nos services formation, de notre management, d'être gérés comme des êtres singuliers, comme des êtres ayant, on va dire, un parcours propre, un capital de compétences, un potentiel susceptible ou pas d'être valorisé. Et il est donc essentiel, de mon point de vue, que par rapport à la question de la formation, l'on soit capable, en proximité, et c'est un enjeu pour nous, de doter nos structures d'environnements d'appui à l'orientation, d'appui à, on va dire, à l'accompagnement dans les situations qui sont les situations opérationnelles et dans la réflexion sur l'évolution de carrière. Bref, vraiment une conviction dont je vous fais part et que je vous laisse évidemment partager ou non, c'est le fait de ne pas forcément charger la barque du manager, de vouloir faire en sorte que le manager ait sur tous les sujets un point de vue et une capacité de gérer le court terme, le moyen terme, le long terme, mais au contraire de développer l'ensemble de ces structures qui sont des structures qui viennent accompagner les salariés dans leurs évolutions sans forcément les mettre évidemment en porte-à-faux vis-à-vis de leur ligne managériale ou de leur ligne, on va dire, formalisée de gestion de ressources humaines. Donc dans les enjeux qui sont les nôtres dans les années à venir, c'est de passer d'une logique où nous étions des producteurs d'ingénierie formation, des producteurs de dispositifs de formation soit initiale, soit de formation continue, à des logiques d'accompagnement de carrière et de gestion en proximité des collaborateurs. Et là, par le fait d'avoir des structures présentes sur les territoires et identifiées comme finalement membres du groupe, mais finalement suffisamment indépendantes quand même, à la fois géographiquement et par leur management et par leurs organisations, etc. Eh bien, c'est je pense, une chance et je pense qu'on veut dire une responsabilité pour nous que de renforcer finalement la nature des services, parce que cette exigence-là, c'est une exigence qui nous est traduite au quotidien dans l'ensemble on va dire, des fonctions de ressources humaines, des fonctions de management que vous connaissez bien. Dernier élément, donc je vous dis, je pense qu'il faut qu'on soit vigilant sur retrouver finalement un peu de maîtrise de nos organisations et de la vision. Je vous permets encore une fois une petite référence pour votre prochain colloque qui serait Lost in Management ou la fatigue des élites. J'ai cru comprendre hier soir que les élites, c'était un sujet qui vous intéressait. Eh bien, allez creuser un petit peu du côté de François Dupuis, qui est un sociologue tout à fait brillant et qui a travaillé ces questions-là. Retrouver de la maîtrise sur les organisations, je pense que c'est un élément clé. Deuxièmement, la proximité. Troisièmement, l'innovation. Alors l'innovation, je vous ai dit tout à l'heure, on est dans une logique où on est contraint à l'innovation dans le contexte Campus Veolia. Si vous êtes dans la logique de la seconde chance, si vous êtes face à des élèves qui ont complètement décroché par rapport au système scolaire qui leur a été proposé, si vous reproduisez l'erreur. Vous savez, hein, c'est comme ces personnes qui parlent pas anglais et qui pensent qu'en parlant plus fort en français, ils vont se faire comprendre. C'est un peu pareil en pédagogie, quoi. Si on se met à simplement dire on va le faire
peut-être éventuellement en changeant un petit peu la nature des formateurs, mais on va juste faire à peu près la même chose, si ce n'est qu'on a changé un élément du puzzle, ça change rien du tout. Donc on a une obligation d'innovation pédagogique, mais je pense qu'elle est très loin de ce à quoi on va être confronté. Et là, dernier peut-être élément, Bastien tout à l'heure disait qu'on travaillait au sein de l'université de Paris-Dauphine. Je n'entends de toutes parts, j'entends des plaintes de la part des enseignants, de la part, on va dire, des formateurs autour de l'attention, autour de la capacité à se concentrer, autour de la capacité à participer à des cours en pouvant, on va dire, simplement interagir, mais non pas sous le mode de j'ai une idée qui me passe par la tête et je l'exprime, mais bien sur le mode de je suis en lien avec ce qui se dit et je cherche à faire avancer, progresser, à me mettre en lien avec, on va dire, l'ensemble des contenus qui sont diffusés. Je vous passe évidemment toutes ces séances que parfois vous êtes amenés à animer, où tout le monde a son ordinateur, tout le monde est sur son BlackBerry ou sur son iPhone ou sur son et ne décroche pas. Et c'est une plainte, on va dire. Pour les enseignants du secondaire, c'est une guerre permanente pour faire en sorte donc. Juste au passage, ma femme étant dans l'enseignement, je vois le nombre d'iPhone qu'il confisque. Enfin, c'est hallucinant de voir combien. Et d'ailleurs, ce qui est exceptionnel, c'est que les gens viennent même pas les récupérer. Donc ça, c'est quand même parce que ça doit leur permettre probablement de commander l'iPhone d'après. Donc, ce qui fait que c'est pas très grave. Mais tout simplement pour dire que on a là un défi qui est un défi de transmission, on va dire, du savoir, qui est un défi qui va véritablement percuter l'ensemble de nos dispositifs de formation, et pas simplement pour la population dite digital natives. C'est-à-dire que ça va concerner l'ensemble des populations, on le voit bien, et ça va nous obliger probablement à parler moins, à travailler plus en interaction avec les participants, donc exactement le contraire de ce que je suis en train de faire, à être dans une interaction de production et de formalisation successive et une maîtrise des données, c'est-à-dire une maîtrise et une capacité de mettre en perspective les données qui sont l'ensemble des données qui sont à nos dispositions aujourd'hui. Je crois que nos métiers de la pédagogie sont largement déjà confrontés à cette question et vont être demain encore plus amenés à se modifier et à se transformer. Et là, la marotte de certains responsables de formation ou responsables ressources humaines autour de le tout e-learning n'est absolument pas la réponse. C'est-à-dire que c'est tout sauf la bonne réponse. C'est une fascination donc qu'on peut rencontrer dans nos métiers autour de la question des nouvelles technologies, comme si c'était une réponse à tout, alors même que ça n'est pas ce sont des outils, ce n'est pas une démarche pédagogique. Et c'est bien cette démarche pédagogique d'innovation qu'il va nous falloir mettre en œuvre. Donc je disais hier, c'était donc les 3 points avec Bastien, c'était de dire, pour moi, il y a 3 enjeux qui vont nous impacter, nous, Campus Veolia, et qui me semblent pouvoir, on va dire, vous intéresser. C'est les questions autour de l'organisation, les questions autour de la proximité et le fait d'être encore plus, on va dire, en lien avec les collaborateurs et avec les territoires sur lesquels ils exercent. Et enfin, la question de l'innovation pédagogique et donc de l'innovation de nos pratiques et de nos échanges pour pouvoir retrouver des règles formelles de transmission des savoirs. Voilà, je vous remercie de votre attention et ceci n'était que, comme je vous l'indiquais au démarrage, des éléments pour contribuer à un débat sur tous les sujets que vous voudrez aborder.